Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer le troisième cours de chimie pour la première année baccalauréat, destiné aux filières sciences mathématiques et sciences expérimentales. Alors l'objectif de ce cours intitulé Les solutions électrolytiques et concentration est de connaître d'abord qu'est-ce qu'une solution électrolytique et les caractéristiques de ces constituants et aussi donc comment calculer les concentrations des constituants de ces solutions électrolytiques. Mais avant tout ça, on va commencer dans cette première vidéo un rappel sur ce qu'on appelle un solide ionique, en vous rappelant en même temps des notions comme la structure électronique, et c'est quoi aussi donc une molécule polaire, et c'est quoi l'électronégativité d'un atome. Donc on va voir tout ça dans cette première partie de ce cours. Alors, rappelez-vous que la matière peut exister sur trois états différents, donc l'état solide, liquide, ou bien l'état gazeux. Donc, vous avez vu ça en tronc commun. Et bien sûr, on sait que toute la matière qui nous entoure est composée de particules microscopiques qu'on appelle les molécules. D'accord? Donc, on va utiliser ce mot-là beaucoup dans ce cours. Et comme j'ai dit, donc, ce qui nous intéresse dans le cours, c'est l'état solide. D'accord? On va voir que les corps solides peuvent être dans un état désordonné, mais donc, d'une manière générale, la plupart des corps solides, ils se trouvent donc sous ce qu'on appelle un état compact. D'accord? État solide donc, est compact. D'accord? Et aussi ordonné. Ça veut dire quoi compact? Ça veut dire quoi ordonné? Compact, ça veut dire tout simplement que les molécules sont très proches les unes des autres. Donc, dans un corps solide, les molécules occupent un espace qui est très petit, un espace qui est très faible. Et pour ordonner, ça veut dire tout simplement que chaque molécule dans un corps solide, il possède une place fixe. Il ne se déplace pas comme dans le cas d'un liquide par exemple. Ils ont une place qui est fixe. D'accord? Alors, donc, juste pour couvrir les différents états, je vous rappelle que pour l'état liquide, il est compact aussi, comme l'état solide, mais donc, les molécules, elles sont désordonnées. D'accord? Désordonnées. Ça veut dire que les molécules, ils peuvent se déplacer dans ce cas, elles changent d'orientation et ils s'agitent. D'accord? Et donc, juste pour finir ce rappel, l'état gazeux, on dit qu'il est dispersé. Dispersé, ça veut dire que les molécules elles sont relativement éloignées entre elles. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une très grande distance entre les molécules et il est désordonné aussi. Ça veut dire, comme j'ai dit, les molécules elles peuvent donc se déplacer dans un état gazeux aussi. Alors, donc, rappelez-vous de ça, mais donc, ce qui nous intéresse dans ce cours, comme j'ai dit, c'est l'état solide. Alors, on peut dire que les corps solides ils sont caractérisés par une forme qui est difficile à déformer. D'accord? Ça veut dire un corps solide, donc c'est pas facile de le déformer. واحد الجسم صلب كيكون صعيب باش نديفورميه. D'accord? Et il existe sous deux états différents. Donc nous avons l'état désordonné. Cet état désordonné caractérisé par une structure non ordonnée, comme le verre et le caoutchouc. شنو كنعيو في هذه الحالة؟ كنعنيو les molécules qui composent les corps solides محطوطين بواحد الطريقة ماشي مرتبة. مثلا الزاج les atomes ما كيكونوش فيه مرتبين، ساهل نديفورميو، ساهل يتهرس. D'accord? Dans l'autre cas, ça veut dire l'état ordonné, donc il est caractérisé par une structure cristalline bien ordonnée. Et les atomes ou les molécules ils sont bien définis. D'accord? Donc les solides dans un état ordonné, ils sont caractérisés par un arrangement régulier et ordonné de leurs atomes ou ions. D'accord? هذا هو الفرق بيناتهم. في الحالة ديال l'état ordonné, nous avons l'exemple des composés ioniques qu'on va voir dans ce cours. On passe maintenant pour décrire la structure d'un solide ionique. On dit un solide ionique ou bien un cristal ionique.
Donc, un cristal ionique est constitué d'anions et de cations régulièrement disposés dans l'espace et il forme une structure qu'on appelle cristal. Donc, une structure solide, bien sûr, appelée cristal. Donc, je vous rappelle qu'un anion, c'est un ion négatif qui a gagné des électrons, tandis qu'un cation, c'est un ion positif qui a perdu des électrons. D'accord? Donc, un solide ou bien un cristal est formé des anions et des cations. Et la cohésion d'un solide ionique ou bien d'un cristal ionique est assurée par les interactions électriques entre les charges positives et les charges négatives, entre les anions et les cations. والحاجة اللي كتخلي السوليد سوليد، الحاجة اللي كتخليه مترابط ما كيتشتتش هو هاد des interactions électriques ما بين les anions et les cations، يعني ما بين les charges positives et les charges négatives. Et donc totalement le corps solide est électriquement neutre. يعني العدد ديال les charges positives est égal aux charges négatives في واحد le solide ionique. D'accord? Donc les charges positives des cations et les charges négatives des anions se compensent. يعني إلا جمعتي les charges كاملين كتلقى زيرو. D'accord? plus moins مثلا 2 plus ولا 2 moins وفي الاخر فاش كتجمعوا كتلقاو زيرو. دونك كنقولوا le corps solide ionique est électriquement neutre. Alors ensuite, nous avons la formule chimique d'un solide ionique, dite aussi statistique du solide. Tout simplement, plus tard, on va l'appeler la formule statistique d'un solide ionique. Donc cette formule, elle indique la nature et bien aussi la proportion des ions présents dans le solide ionique, mais sans mentionner les charges des ions, les charges électriques des ions. Donc il s'écrit sous cette forme-là. Donc vous voyez ici, il n'y a pas de charge électrique avec XY bien sûr, ce sont les ions présents dans le solide ionique. Donc remarquez aussi que le nombre des ions X il s'écrit sur Y et le nombre des ions Y il s'écrit sur X. Mais donc la formule statistique ou la formule chimique c'est celle-ci, donc sans mentionner les charges électriques. Voyons voir des exemples pour comprendre mieux de quoi il s'agit. D'accord? On va prendre le premier exemple avec le fluorure de calcium. Alors, quels sont les ions présents dans le fluorure de calcium? Nous avons bien sûr l'ion calcium de formule Ca2+, et l'ion fluorure de formule F-. Pour la formule chimique ou bien la formule statistique, comme j'ai dit, il faut l'écrire sans mentionner les charges des anions et des cations. Donc, dans ce cas, c'est tout simplement CaF2. D'accord? Le 2 ici, ça veut dire tout simplement que le nombre des ions fluorure est le double des ions Ca2+. Et on ajoute ce 2 ici, bien sûr, pour compenser les charges électriques. Donc, il faut avoir donc, un solide ionique qui est neutre électriquement. Donc, c'est pour cela qu'on ajoute ici le 2. Donc, si j'ajoute ici le 2, ça veut dire que j'ai 2 moins. Avec le 2 plus, c'est 0. D'accord? Pour la formule ionique, donc vous l'avez déjà vu, donc on utilise bien sûr les ions. Ça veut dire qu'il faut, dans ce cas, montrer les charges électriques des ions. D'accord? Une chose très importante lorsqu'on parle donc, de la représentation des ions, des cristaux ioniques ou bien des solides ioniques, c'est tout simplement la représentation géométrique. Et il existe plusieurs représentations qu'on peut utiliser pour décrire les solides ioniques. Nous avons ce qu'on appelle le modèle compact. Alors, un modèle compact, c'est une représentation simplifiée d'un cristal ionique. Dans ce cas, les ions ils sont représentés par des sphères, comme vous voyez ici, des sphères qui sont généralement de taille différente pour les ions positifs et les ions négatifs. D'accord? Les ions sont arrangés de manière à minimiser les répulsions électrostatiques. يعني محطوطين بواحد الطريقة باش ما يكونوش بزاف ديال التنافر ما بين لي شارج اللي بحال مثلا plus ولا moins. Et ils sont arrangés, donc les anions et les cations, ils sont arrangés d'une manière à maximiser les attractions entre les ions de charges différentes. Ça veut dire à maximiser les interactions électriques entre les anions et les cations.
Donc c'est ça le modèle compact. Et les liaisons ioniques entre les ions, donc dans le modèle compact, elles sont fortes et régulières, donc qui تعاودوا bien sûr le solide ionique. On a un modèle, il s'appelle le modèle éclaté. D'accord? Donc un modèle éclaté, c'est une représentation plus détaillée, comme vous pouvez voir sur cette figure-là. Donc elle est plus détaillée, donc c'est une représentation plus détaillée d'un cristal ionique dans laquelle chaque ion est représenté individuellement. D'accord? Ici, d'accord? Chaque ion dans un modèle éclaté est représenté individuellement. Et aussi donc dans le modèle éclaté, les liaisons ioniques entre les cations et les anions, elles sont clairement montrées. D'accord? Vous voyez ici que donc, les liaisons ioniques, elles ne le modèle compact, mais dans le modèle éclaté, elles sont claires. Nous avons ici ce qu'on appelle la maille élémentaire. Donc, la maille élémentaire, c'est la plus petite unité qui est répétitive d'un cristal ionique. Il y a donc au niveau moléculaire ou bien au niveau atomique, donc c'est un motif qui se répète dans les 3 dimensions d'un solide ionique pour former bien sûr la structure cristalline du solide. D'accord? Donc bien sûr des exemples. Donc il a un cristal ionique, ça veut dire donc il est dit la maille élémentaire ça veut dire تاخذوا بزاف ديال les mailles élémentaires بزاف يعني بزاف اللي كيكونوا لنا في الاخر ان كريستال ou bien donc un solide ionique. Donc اصغر ما كاين au niveau moléculaire ولا au niveau atomique هي كنسميوها حنا la maille élémentaire. D'accord? Donc comme j'ai dit, c'est un motif qui se répète. Il y a واحد الحاجه كتعاود باش كتكون لنا في الاخر واحد le cristal ionique. Passons à notre exemple, donc le chlorure de sodium. Les ions dans le chlorure de sodium, ce sont l'ion sodium Na+, et l'ion chlorure Cl-. La formule statistique ou bien la formule chimique, et bien sûr il ne faut pas montrer les charges électriques, donc dans ce cas c'est NaCl. Donc vous n'avez pas besoin donc ici d'ajouter des nombres parce que la somme des charges ici c'est 0. Pour la formule ionique, il faut montrer les charges électriques, donc c'est Na+, plus Cl-. Voici le modèle compact pour le chlorure de sodium, et voici le modèle éclaté. Bien sûr, il faut ici montrer les liaisons ioniques entre les ions. D'accord? Donc ici, le Na+, donc l'ion sodium, est entouré de 6 ions chlorure, d'accord? Prenons par exemple celui-là, donc il est entre 6 ions chlorure, et de la même façon, l'ion chlorure, il est entre 6 ions Na+, d'accord, l'ion sodium. Donc le chlorure de sodium a une structure cristalline cubique, d'accord, vous voyez ici donc le cube. De la même façon, c'est la même chose pour le fluorure de calcium, et dans ce cas, donc le chlorure de sodium, il est constitué d'un assemblage d'ions sodium Na+, et d'ions Cl-, l'ion, donc les ions chlorure. Vous pouvez donc écrire la même conclusion pour le fluorure de calcium. Passons ensuite à la section 2 de ce cours, molécules polaires. Alors, c'est quoi d'abord une molécule? Donc, vous avez déjà vu la définition. Une molécule, c'est un ensemble d'atomes identiques ou bien d'atomes différents, unis les uns aux autres par le biais de liaisons chimiques. Par exemple, lorsqu'on parle d'une molécule qui contient des atomes identiques, H2, donc la molécule d'hydrogène, donc nous avons ici 2 atomes d'hydrogène, donc le même type d'atome. Et si on parle par exemple de la molécule d'eau, donc la molécule d'eau, il contient 2 atomes différents, l'hydrogène et l'oxygène. D'accord? Donc on peut avoir des molécules avec atomes identiques et on peut avoir des molécules avec des atomes qui sont différents. D'accord? Pour donc les liaisons chimiques, ils sont bien sûr les résultats de la mise en commun d'un certain nombre d'électrons gravitant sur la couche externe des atomes. Vous avez aussi vu ça donc en tronc commun. Donc la couche externe
des atomes, elle s'appelle aussi la couche électronique externe ou bien tout simplement la couche de valence. D'accord? Et cette couche externe ou bien la couche de valence, elle se compose des électrons qui sont donc les plus éloignés du noyau atomique. Donc le noyau d'un atome, bien sûr, il peut avoir plusieurs couches. Et la dernière couche, c'est ce qu'on appelle la couche de valence ou bien la couche externe, la couche électronique externe. Donc les électrons qui se trouvent sur cette couche externe-là, ce sont les électrons de valence, d'accord? Ils sont bien sûr les électrons les plus éloignés du noyau atomique, d'accord? Et c'est cette couche-là, la couche de valence, la couche externe, qui détermine en grande partie le comportement chimique de l'atome, y compris bien sûr sa réactivité chimique et bien sûr aussi la capacité d'un atome à former des liaisons chimiques avec d'autres atomes. Et pour comprendre mieux cette capacité à former des liaisons chimiques entre les atomes, passons pour décrire deux notions très importantes qu'on appelle donc liaison covalente et aussi ce qu'on appelle l'électronégativité d'un élément chimique. D'accord? Alors, les molécules elles sont formées d'atomes liés par des liaisons covalentes. Donc, vous avez déjà vu la définition des liaisons covalentes. Ce sont des liaisons chimiques, bien sûr, qui se forment lorsque deux atomes partagent une ou plusieurs paires d'électrons. Imaginez que vous avez deux atomes. Voici donc la couche externe qui nous avons plusieurs électrons. Donc, une liaison covalente, c'est lorsque nous avons donc deux atomes qui peuvent partager un électron de leur couche de valence ou bien plusieurs, d'accord? On peut donc avoir plusieurs électrons qui sont partagés entre les deux atomes. Donc à ce moment-là, ces liaisons-là, on les appelle des liaisons covalentes. En arabe, rawabit tasahumiyya, d'accord? Alors, et cette liaison-là est dite simple lorsque deux atomes mettent en commun un unique électron de leur couche externe chacun. Donc, fait ce qu'on aurait électron wahd les partager entre les deux atomes. À ce moment-là, on appelle cette liaison-là une liaison covalente simple. D'accord? L'exemple le plus simple que je peux donner, c'est l'exemple de la molécule d'hydrogène, donc H2. D'accord? Vous savez que la structure électronique de l'hydrogène c'est 1s1. D'accord? Donc S c'est la sous-couche qui ne peut accueillir que deux électrons, mais dans le cas de l'hydrogène c'est simple, nous avons un seul électron. D'accord? Et donc dans ce cas, ces deux atomes-là, ils vont partager un seul électron de leur couche externe. D'accord? Donc ici, c'est cette liaison qu'on appelle liaison covalente. D'accord? Et on va voir plus tard que cette notation-là, donc elle s'appelle aussi un doublet liant. D'accord? Donc je vais l'expliquer plus tard. Alors, une liaison covalente simple entre deux atomes est dite polarisée si les deux électrons partagés entre les deux atomes, les deux électrons mis en commun, ne sont pas répartis de manière équivalente entre les atomes. Ça veut dire ici dans ce cas que l'un des atomes attire davantage les deux électrons. D'accord? Donc, ما كاينش واحد التوزيع متساوي ما بين هاد les atomes. D'accord? كاين واحدة فيهم كتحاول تجر les électrons لعندها. Donc, à ce moment-là, on appelle cette liaison covalente simple une liaison polarisée. Dans le cas contraire, donc s'il y a donc une répartition équivalente des électrons, et à ce moment-là, on appelle cette liaison-là une liaison covalente simple non polarisée. D'accord? Donc, et pour les notations, dans le cas de la liaison covalente non polarisée, donc nous avons les électrons qui sont répartis d'une manière équivalente. Donc, c'est pour cela on les met ici donc dans le milieu. Et dans le cas contraire, donc si vous avez un atome qui attire davantage les électrons vers lui, à ce moment-là, nous avons une liaison covalente polarisée. Et dans la plupart des cas, donc la liaison covalente non polarisée existe pour les atomes qui sont de même type, et la liaison covalente polarisée existe pour les atomes qui sont de type différent. Donc tout dépend de la capacité des éléments chimiques ou bien des atomes à attirer les doublets d'électrons. Et pour mesurer la capacité des atomes à attirer les électrons dans une liaison chimique,
on introduit cette propriété des éléments chimiques qui s'appelle l'électronégativité. Alors, l'électronégativité d'un élément chimique, il traduit la tendance de cet élément à attirer le doublet d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme avec un autre atome. Donc, c'est la tendance, la capacité d'un élément chimique X par exemple, l'atome. Donc, la capacité de l'atome à attirer le doublet d'électrons d'une liaison covalente qu'il forme avec un autre atome Y par exemple. D'accord? Et l'électronégativité, donc c'est un nombre sans unité. Et le symbole qu'on utilise pour décrire ou bien pour dénoter l'électronégativité, c'est la lettre grecque qui. D'accord? Donc, voyons voir quelques remarques pour comprendre mieux cette notion d'électronégativité. Alors, plus l'électronégativité d'un atome est élevée, plus celui-ci attire à lui le doublet d'électrons de la liaison covalente. يعني شحال ما كانت الالكترونيغاتيفيتي ديال واحد الاتوم كبيره يعني ديك الاتوم عندها القدره باش تجبد عندها لي زيليكترون اكثر. D'accord? Et l'électronégativité est liée à la position de l'élément dans le tableau périodique. Ça veut dire avec le tableau périodique, on peut savoir lequel des atomes a l'électronégativité la plus élevée. D'accord? Vous voyez ici donc cette flèche ici, l'électronégativité augmente. Donc l'électronégativité augmente de gauche à droite dans une même ligne. D'accord? Ici, donc, lorsque l'électronégativité augmente de gauche à droite, ça veut dire que les éléments chimiques qui sont ici, ils ont une électronégativité plus grande que les éléments chimiques qui se trouvent ici. D'accord? Et de même, donc ici, elle augmente de bas en haut. D'accord? Donc, ça veut dire que les éléments chimiques qui sont en haut du tableau périodique, le tableau périodique des éléments chimiques ou bien le tableau de Mendeleïev. Donc les éléments chimiques qui se trouvent ici en haut, ils ont une électronégativité plus grande que les éléments chimiques qui se trouvent en bas. D'accord? Une autre remarque très importante, l'électronégativité est nulle pour les gaz nobles qui ne font pas de liaison chimique avec d'autres atomes. Donc les gaz nobles, les atomes, le groupe 18, d'accord, la dernière colonne. Pourquoi donc les gaz nobles ils ont une électronégativité égale à 0? C'est parce que tout simplement la couche externe des gaz nobles est saturée. Donc il est saturé de sorte qu'il n'établisse normalement pas de liaison covalente avec d'autres atomes. La couche externe ديال هادو الخرانيين هنايا عامره يعني ما كاينش بلاصه خاويه ما يحتاجوش يديروا واحد الليزون مع d'autres atomes. D'accord? Donc عندك الهيليوم نيون etc. D'accord? ولي زاتوم العاديين الاخرين اللي ماشي دي غاز نوبل كيقلبوه هما ديما كيقلبوا باش يكونوا بحال لي غاز نوبل يعني كيقلبوا يعمروا ديك لاكوش اكسترن ديالهم بلي زيليكترون وكيفاش كيقلبوا باش يعمروا لاكوش اكسترن ديالهم ولكن في هذه الحاله كيديروا دي ليزون مع دوطخ زاتوم يعني كيوليو دي موليكول داكور حيت لوبجيكتيف هنا كامل هو لي زاتوم كيقلبوا يكونوا ستابل دونك خصهم ديك لاكوش اكسترن ديالهم يعمروها بلي زيليكترون. Donc pour gagner en stabilité, les atomes cherchent toujours à obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, c'est-à-dire avoir leur couche de valence, leur couche externe pleine. D'accord? Et pour faire ça, ils peuvent s'associer en formant des molécules. يعني H مثلا عنده 1s1 la configuration électronique ديالو يعني كاين واحد البلاصه خاويه حيت الاس كنا كتاخذ جوج دي زيليكترون عنده بلاصه خاويه دونك شنو كيدير كيدير واحد ليزون كوفالونت مع واحد الاش اخر دونك ديك الساعات كيكون عندهم جوج يعني كيكون عندهم جوج لي زيليكترون في لاكوش اكسترن يعني وصلوا للستابيليتي ديالهم. داكور يعني هنا il s'associe en formant des molécules. Déjà je trouve tronc commun le modèle ديال لويس. Le modèle de Lewis explique comment les électrons de valence, les électrons de la couche externe, se répartissent en doublés liants, les liaisons covalentes, et les doublés non liants. D'accord? Je vais expliquer ça davantage. Alors, dans le cas d'une molécule composée de deux atomes identiques, par exemple X, d'accord? Dans ce cas, le doublet d'électrons liants n'est pas attiré vers aucun des atomes.
كنحطوهم هنا في الوسط. دونك حتى واحد من هاد لي زاتوم حيت سو سون دي زاتوم ايدونتيك ونفس الاتوم، يعني حتى واحد فيهم ما كيجر عنده هاد لو دوبلي d'électrons liant. D'accord? Dans ce cas, comme j'ai dit, nous disons que la liaison covalente n'est pas polarisée. Et on dit aussi que la molécule, dans ce cas, n'est pas et non polaire. D'accord? L'exemple que j'ai déjà mentionné, c'est cette molécule H2. D'accord? C'est une molécule non polaire. Parce que nous avons ici des atomes qui sont identiques. Aucun de ces atomes attire vers lui le doublet d'électrons non liant. D'accord? Liant, pardon. Voyons voir ça avec donc plus de détails. Si on observe la structure électronique de l'atome d'hydrogène, donc c'est 1s1, donc on s'aperçoit bien sûr qu'il lui manque un électron pour compléter sa couche de valence, sa couche externe, parce que la sous-couche S, il ne peut accueillir que 2 électrons. Donc dans le cas de l'atome d'hydrogène, nous avons donc un seul électron qu'on appelle aussi un électron célibataire. D'accord? Dans le schéma de Lewis, on fait apparaître les électrons de valence autour bien sûr de l'atome, comme ça. Donc voici l'électron de valence, donc l'électron célibataire pour l'atome d'hydrogène. Donc ici c'est un seul électron pour H, d'accord? Pour gagner l'électron qui lui manque, donc l'atome peut se lier à un autre atome en formant ce qu'on appelle la liaison covalente ou bien tout simplement le doublet liant. D'accord? Ça, c'est le doublet liant. Par exemple ici, avec un autre atome d'hydrogène, pour former finalement la molécule H2, le dihydrogène. Donc chaque atome ici va partager son électron célibataire pour former un doublet d'électrons, d'accord? Ce doublet-là, qui va les lier, donc qui va les lier de le nom de doublet liant, parce que donc il lie les électrons de valence de chaque atome d'hydrogène, et ainsi bien sûr former finalement une liaison covalente. Donc ce schéma-là, il s'appelle le schéma de Lewis. D'accord? Donc juste pour vous donner une définition claire, un doublet liant, bien une liaison covalente, c'est la mise en commun de 2 électrons de valence apportés par les 2 atomes. D'accord? Et comme ce doublet résulte du partage des électrons, il appartient aux 2 atomes. D'accord? Il appartient aux 2 atomes à la fois. Donc, ici par exemple, nous regardons que, si nous regardons cet exemple-là du plus près, cet atome d'hydrogène, nous voyons bien qu'il est entouré d'un doublet d'électrons, donc de 2 électrons. Par exemple, cet atome d'hydrogène-là, il est entouré de 2 électrons. Et donc sa couche externe est remplie. Il est bien dans un état stabilisé dans cette molécule. De même, si je vois cet atome-là, d'hydrogène, il est entouré de 2 électrons. Et donc sa couche externe est remplie. Et donc il est bien dans un état stabilisé dans cette molécule H2. D'accord? Donc j'espère que c'est un peu clair maintenant. Et bien sûr, donc, un doublet non liant, c'est un doublet qui est... Donc on va le voir, d'accord, dans un autre exemple. Donc la حاجة اللي تعقلوا عليها هنايا il a comme 2 atomes identiques, d'accord, 2 atomes identiques, يعني حتى وحده فيهم ما كتجر لي زيليكترون، d'accord، كنحطوهم هنا في الوسط. وهنا في هذه الحالة كتكون عندنا لا موليكول اي نون بولير. ولكن شنو يوقع إلا كانوا عندنا 2 atomes différents? Alors, dans le cas d'une molécule composée de 2 atomes différents, l'atome le plus électronégatif attire le doublet d'électrons liant vers lui. يعني هذه المرة كتأتيري لها la liaison covalente, le doublet d'électrons liant. Et dans ce cas, on dit que la liaison covalente est polarisée. D'accord? حيت عندنا واحد لو بارطاج ماشي بحال هنايا دابا، ماشي بما ان واحد لاطوم كتاتيغي ليها
le doublet des électrons, كاين واحد التوزيع غير متساوي ديال les électrons. D'accord? Donc on dit que ce partage inégal des électrons provoque l'apparition d'une charge négative partielle, notée delta- sur l'atome le plus électronégatif. Donc avec l'atome le plus électronégatif, اللي كتجر ليها les électrons, كنحطوا معها واحد la charge négative partielle كنوطيوها بدلتا-. D'accord? Et une charge positive partielle delta plus sur l'autre atome. هذيك اللي ما كتجرش ليها les électrons, هذيك كنحطوا واحد la charge positive partielle delta plus. Et on dit dans ce cas que la molécule est polaire. D'accord? Donc dans le cas les atomes identiques et non polaires. Maintenant, pour les atomes différents, la molécule est polaire. D'accord? Ou là, on dit aussi que cette molécule présente un caractère dipolaire. D'accord? X et Y, ce sont deux atomes différents. Y, l'atome ou l'élément chimique avec l'électronégativité la plus élevée, donc qui gère les doublets d'électrons. Donc la charge partielle négative. L'autre اللي ما كيجرش عنده les électrons كنحطوا فوقو une charge partielle positive. Alors maintenant, je vais résumer, donner quelques exemples des molécules polaires. Alors, une molécule est polaire si elle présente au moins une liaison covalente polarisée. Ça veut dire qu'il y aura un atome qui est plus électronégatif que l'autre, qui va attirer vers lui le doublet d'électrons. Et aussi, la géométrie de cette molécule est telle que le barycentre des charges partielles positives et négatives ne coïncide pas. D'accord? Donc, dans ce cas, on dit que la molécule est polaire, et ou bien on dit qu'il présente un caractère dipolaire. Donc, vous vous rappelez donc de c'est quoi un dipôle? Un dipôle, par exemple, si vous avez deux charges de signes opposés plus Q et moins Q, elles sont égales bien sûr en valeur absolue. Et si vous avez une distance qui sépare les deux charges, une distance R, donc ce système-là, il constitue ce qu'on appelle un dipôle. Donc c'est exactement ce qui se passe ici lorsqu'on parle d'une molécule polaire. Puisque nous avons ici une charge partielle positive, une charge partielle négative, elles sont égales en valeur absolue, il y a une distance qui sépare les deux, donc elles présentent un caractère d'un dipôle, d'accord? Mais la molécule, on dit qu'il est polaire. Donc, je vais donner un exemple, juste pour vous montrer d'abord c'est quoi. Parce que j'ai parlé des doublets liants, donc je vais vous montrer d'abord un exemple où on peut avoir, disons, des doublets non liants, d'accord? Et puis donc on va étudier donc le caractère ou bien la polarité de deux molécules, le chlorure d'hydrogène et la molécule d'eau. Prenons un exemple simple, disons une liaison par exemple entre l'hydrogène et le fluor, d'accord? Donc la structure électronique de l'hydrogène c'est S1, donc c'est la couche K qui ne peut accueillir que 2 électrons. Et pour le fluor, donc il possède 9 électrons. Donc la structure électronique c'est 1s2, 2s2 et 2p5. D'accord? Pour donc bien sûr la couche L, c'est celle-ci, donc qui ne peut accueillir que 8 électrons. Mais ici, donc dans le cas du fluor, nous avons 5 plus 2, donc c'est 7 électrons de valence. Donc pour le fluor, nous avons 7 électrons de valence. Je vais représenter ça en utilisant le schéma de Lewis, d'accord? Donc voici l'hydrogène, et voici l'électron de valence pour l'hydrogène. Et pour le fluor, nous avons 7 électrons sur la couche de valence. Alors les 4 premiers électrons de valence sont représentés autour des 4 côtés du symbole F, d'accord? Voici les 4 premiers électrons. Puis donc il reste 3 électrons. On va les associer par paire avec ces 3 électrons, d'accord? Nous avons ici des paires d'électrons maintenant. Donc, pour le fluor, les 7 électrons de valence forment 3 paires d'électrons, d'accord? Voici le premier, voici le deuxième, voici le troisième, et celui-là qui est donc l'électron célibataire. On voit donc qu'il manque un électron à chaque atome pour remplir sa couche de valence. D'accord? Pour l'hydrogène, donc ici c'est 1s2, donc pour remplir la couche 1s2.
Et il faut un 8e électron pour le fluor, pour remplir la couche de valence pour le fluor. Comme j'ai dit, la couche L, elle peut accueillir 8 électrons, et si nous avons 7, donc il en reste un 8e électron pour remplir la couche de pi6. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est comme l'exemple que nous avons déjà vu. Les deux atomes, l'hydrogène et le fluor, ils vont partager leurs électrons célibataires pour former une liaison covalente. D'accord? Et ainsi, bien sûr, se stabiliser. Et si on voit qu'il reste des doublés d'électrons autour de l'atome de fluor, donc celui-là, celui-là et celui-là, donc nous avons 3 doublés d'électrons autour de l'atome de F. Et ces doublés d'électrons, c'est ce qu'on appelle des doublés non liants, parce qu'ils ne participent pas à une liaison covalente. D'accord? Donc celui-là, célibataire, il participe, donc il partage cette liaison covalente avec celui de l'hydrogène. Mais les 3 paires d'électrons que vous voyez ici, ils ne partagent pas, ils ne participent pas à une liaison covalente, et donc ce sont des doublés non liants. D'accord? Donc finalement, on peut dire que l'hydrogène est entouré d'un doublé d'électrons. Voici le doublé d'électrons maintenant pour l'hydrogène. Sa dernière couche est pleine, d'accord? Donc les 2 électrons de la couche de valence. Il est stabilisé, et de même pour F. Donc voici l'exemple, ce qu'on appelle donc les doublés non liants. Et parfois donc on représente ces 2 électrons pas comme ça, d'accord? Les doublés non liants. Au lieu donc de mettre 2 points, donc on ne les représente pas des barres comme ça. Étudions maintenant la polarité d'une molécule de chlorure d'hydrogène. Alors, dans la molécule de chlorure d'hydrogène, la formule statistique c'est HCl, donc l'atome de chlore et l'atome d'hydrogène mettent en commun un doublé d'électrons, constituant ainsi une liaison covalente simple. Donc c'est simple parce que les deux atomes partagent un seul électron de leur couche de valence. Donc c'est une liaison simple. D'accord? Donc nous regardons ici au tableau périodique, nous avons ici le chlore, ici l'hydrogène. Rappelez-vous que l'électronégativité augmente de gauche à droite, et donc bien sûr le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Le doublé électronique est proche, donc dans ce cas, de l'atome de chlore que de celui d'hydrogène, comme nous l'avons vu. Et nous avons dit aussi dans la définition que cela provoque l'apparition des charges partielles, donc une charge partielle négative sur l'atome le plus électronégatif qui est le chlore dans ce cas, et une charge partielle positive sur l'atome d'hydrogène. D'accord? Alors maintenant, on va représenter la liaison covalente, les doublés d'électrons, liants et non liants, ainsi que les charges partielles. Alors voici l'hydrogène. Donc rappelez-vous que la structure électronique c'est 1s1, d'accord? Et nous avons le chlore. Donc le chlore est là, donc un numéro atomique Z égale 17, d'accord? Donc la structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2pi6, 3s2. Donc il reste donc c'est 10, 12, donc il reste 5. Nous avons 3p5. Et donc la couche de valence, elle contient 7 électrons. Donc comme dans le cas du fluor que nous avons vu, et donc dans ce cas, donc on va représenter le premier électron ici, le deuxième ici, le troisième ici, le quatrième ici, et le reste donc on va les représenter comme des paires d'électrons. D'accord? Donc voici les 3 paires d'électrons. Ils représentent ici, donc bien sûr, ils sont représentés avec des doublés non liants, parce que c'est l'électron de valence ici qui va donc partager la liaison covalente simple avec l'hydrogène, c'est donc le doublé liant. D'accord? Bien sûr, puisque le chlore est plus électronégatif, nous avons dit qu'il va donc attirer le doublé d'électrons vers lui. D'accord? Et il reste donc à représenter les charges partielles. Nous avons dit que sur l'atome le plus électronégatif, c'est la charge partielle négative delta moins, donc dans ce cas c'est le chlore, et la charge positive, la charge partielle positive sur l'hydrogène. D'accord? On peut ajouter aussi donc une flèche ici qui représente, ou bien elle indique le sens d'une polarisation vers l'atome le plus électronégatif qui est le chlore dans ce cas.
Alors, donc, c'est une liaison covalente. Donc, la liaison dans ce cas est polarisée, d'accord? On dit que la liaison HCl est polarisée. Donc, rappelez-vous toujours de la définition. Donc, dire que la liaison est polarisée, ça veut dire tout simplement que les électrons qui constituent cette liaison, d'accord, se trouvent le plus souvent au voisinage de l'atome le plus électronégatif, qui est le chlore dans ce cas. Dans la molécule, donc dans cette molécule-là, HCl, le barycentre des charges positives ne coïncide pas avec le barycentre des charges négatives. D'accord? Donc, nous avons dit dans la définition que s'il ne coïncide pas, ça veut dire que cette molécule de chlorure d'hydrogène, elle présente un caractère dipolaire. D'accord? Et donc, finalement, on peut dire que la molécule de chlorure d'hydrogène est une molécule polaire. D'accord? Passons à l'autre exemple, la polarité d'une molécule d'eau, H2O. Alors, la molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène liés par une liaison covalente simple. Donc, dans le tableau périodique, voici l'oxygène et voici l'hydrogène. Ça veut dire que l'oxygène, bien sûr, est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, puisque l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, ça veut dire tout simplement que nous avons ici des liaisons covalentes polarisées, d'accord? Et nous avons deux liaisons parce que nous avons ici deux atomes d'hydrogène, et donc nous avons deux liaisons OH, d'accord? Voici une représentation géométrique de cette molécule. Et bien sûr, puisque les liaisons covalentes elles sont polarisées, il en résulte l'apparition des charges partielles positives sur les atomes d'hydrogène les plus électronégatives, les moins électronégatives, et de charges négatives, de charges partielles négatives sur l'oxygène qui est donc le plus électronégatif. La géométrie de cette molécule d'eau, elle montre qu'elle est coudée, d'accord? Elle est le coude ديال كان donc on dit que cette molécule représente une géométrie coudée, d'accord? Et pour le barycentre des charges négatives, donc ici, d'accord, je vais l'appeler G-, il ne coïncide pas avec le barycentre des charges positives qui est ici, donc je vais l'appeler G+. Donc puisqu'il ne coïncide pas, donc puisque les charges partielles, les barycentres des charges partielles ne coïncident pas, donc on dit que la molécule d'eau présente un caractère dipolaire, et bien sûr c'est une molécule polaire, d'accord? Donc je vais montrer ça sur un schéma qui est plus clair. Voici donc la molécule donc H2O, la molécule d'eau. Rappelez-vous que Z pour l'oxygène c'est 8, donc la structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p4. Ça veut dire que la couche de valence contient 6 électrons. Donc pour la remplir, ça veut dire pour stabiliser l'oxygène, il nous faut donc ajouter 2 électrons sur la couche de valence, d'accord? Donc 2p6, d'accord? Il nous faut 2p6. C'est pour cela que nous avons ici donc représenté les 6 électrons sur la couche de valence. Voici le 2, voici le 2, 4. Donc ce sont des doublés non liants ici. Donc c'est deux paires d'électrons. Donc c'est 2 plus 2 c'est 4. Voici le 5e, voici le 6e. Donc il nous reste 2 électrons. Donc c'est les électrons qu'ils vont partager avec l'hydrogène. D'accord? C'est les 2 électrons qu'ils vont partager avec l'hydrogène. Et puisque donc l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, il va attirer vers lui les doublés d'électrons liants. D'accord? Donc voici donc les centres, disons les barycentres pour les deux charges, d'accord? Et donc G- c'est le centre géométrique des charges partielles négatives, le G+, c'est le centre géométrique ou le barycentre des charges partielles positives, d'accord? On peut dire tout simplement que G représente le barycentre des densités électriques positives parce que ici nous avons plus d'une charge pour les deux cas, d'accord? Alors, la molécule d'eau est une molécule polaire. Voici donc un schéma pour la molécule d'eau, un schéma plus clair, donc avec les charges partielles représentées. Donc ici, juste une information très importante, c'est que donc il faut savoir que les distances entre les atomes est très très petite. Donc par exemple, la distance entre l'atome d'hydrogène et l'oxygène, c'est 96 picomètres. Et picomètre, c'est 10 à la puissance moins 12.
mètres. Donc la distance est très petite. D'accord? Donc il y aura des exercices dans lesquels on va donc utiliser parfois ces informations-là, comme la distance entre les atomes et tout ça. D'accord? Donc avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer une application, donc quelques remarques avant l'application. Bon, quelques remarques. Voici donc quelques remarques résumant cette première partie. Donc le caractère dipolaire d'une molécule n'est pas seulement lié à l'existence des liaisons covalentes polarisées, mais aussi à sa forme géométrique. D'accord? Donc ce n'est pas suffisant de dire qu'une molécule représente un caractère dipolaire en déduisant qu'il possède des liaisons covalentes polarisées, mais donc il faut aussi considérer la forme géométrique. Il faut que les centres, les barycentres des charges partielles, négatives et positives, ne coïncident pas. D'accord? Par exemple, la molécule de dioxyde de carbone, d'accord? CO2. Dioxyde de carbone ou CO2, elle contient des liaisons covalentes polarisées, d'accord? C'est une condition des molécules polaires, mais la molécule n'est pas polaire parce que lorsqu'on va représenter la géométrie de CO2, on trouve que les barycentres des charges positives et négatives, ils coïncident, d'accord? Donc ça, c'est une question dans l'application que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc essayez de travailler l'application avec cet exemple de dioxyde de carbone. Alors, une autre remarque, donc une molécule dans laquelle le barycentre des charges positives et négatives ne sont pas confondus et polaires, donc ça c'est clair, d'accord? Dans le cas de dioxyde de carbone, ce n'est pas le cas. Alors, les molécules ayant le caractère dipolaire ont une solubilité dans l'eau, qui est d'eau-bouflement, d'accord? Et agissent comme un dipôle électrostatique, ce qui est clair parce que nous avons ici donc des charges positives et négatives, il y a une distance entre les deux, donc ça représente en quelque sorte des dipôles électrostatiques, d'accord? Alors, on dit que l'eau est un solvant polaire, d'accord? Voici l'application, donc essayez de travailler donc sur cet exercice. Nous avons ici deux molécules, la molécule de dioxyde de carbone, CO2, et la molécule de sulfure d'hydrogène. Donc vous avez trois questions. Écrire la formule de Lewis pour chaque molécule, établir la géométrie de chaque molécule et étudier le caractère de chaque molécule. Ça veut dire est-ce qu'elle représente un caractère dipolaire ou non. D'accord? Donc essayez de travailler cet exercice. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours laisser des commentaires dans la section des commentaires. Si je trouverai du temps, je vais vous donner la réponse à cette application. Donc à la deuxième partie et à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.